tous! Je suis trop contente d'enfin pouvoir vous retrouver et je m'excuse pour la 100e fois par rapport à cette longue absence. Bon, on va faire un petit récap. J'ai commencé une alternance, donc là ça fait... c'est le 2e mois que j'entame et j'ai toujours pas trouvé le bon rythme. Et à chaque fois que j'ai essayé de filmer une vidéo, ça allait pas. Là, bon, même si je suis pas hyper contente de la qualité, comprenez-moi, pour l'instant, j'ai un ancien modèle de téléphone, donc c'est pas fou. Mais le jour où j'aurai assez capitalisé, je ferai en sorte d'upgrader. Faites comme si vous aviez compris ce que je veux dire. La qualité vidéo. Donc je vous présente mes excuses pour ça. Mais ça fait tellement longtemps que je suis absente que je me dis que tant pis, cette fois-ci, je garde cette version. Et la prochaine fois, j'essaierai de filmer plus tôt. Autre aparté, avant de commencer, vous pouvez constater que le décor est totalement différent. C'est mieux, non? Tout a changé, le salon est devenu mon espace lecture. Il n'y a pas de télé chez moi, c'est une bibliothèque. Et bien sûr, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans une prochaine vidéo, le fameux Bouchef Tour dont je vous ai parlé il y a bien des mois en arrière. Mais étant donné que la situation n'était pas la même, là, je suis trop contente de vous montrer ce que j'ai pu faire avec les bibliothèques. Je les ai changées, c'est plus le même modèle. Enfin, c'est le modèle que tout le monde a, les Billy. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, depuis, j'ai acheté des nouveaux livres qui ne sont pas rangés parce que dans ces dispositions-là, ça ne rentre pas. Mais bref, c'est des trucs dont on parlera dans une prochaine vidéo. Et je suis trop contente de pouvoir vous montrer ça. Voilà. Comme d'habitude, quand je suis absente depuis un certain temps, le mieux c'est de revenir avec une vidéo update lecture. Alors je précise, étant donné que j'ai été super occupée, puisqu'il a fallu que je fasse énormément de tri avant la rentrée, un grand nettoyage, ça m'a pris énormément de temps, et de la peinture, bref, j'étais en mode multicasquette. Du coup, ça a plus le temps de s'adapter aux cours, qui dit cours dit devoir. Au travail, je n'ai pas pu lire en fait, je n'ai pas pu lire, ça fait des semaines du coup que j'ai pas terminé un livre, j'ai lu quelques pages, mais je vous avoue que je commence à sentir le manque, ça me pèse, j'ai besoin de m'évader dans une histoire, de me laisser emporter par des personnages, des univers, et voilà quoi. Dites-vous que justement, après avoir filmé cette vidéo, j'irai lire. Et ne vous inquiétez pas, j'ai quand même quelques lectures à vous présenter. Peut-être pas autant que d'habitude, peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées et il y aura sûrement des livres que j'ai lus sur lesquels je vais pas revenir parce que sur le moment je ne sais plus ce que j'ai lu. Mais on va commencer tout de suite parce que là ça aurait été une intro un petit peu longue. On commence avec une série que je vous ai déjà présentée de nombreuses fois. C'est donc le 4e tome de la saga Doreen, Glow, écrit par Raven Kennedy et publié chez Hugo. Qu'est-ce que j'ai pu penser de ce livre? Déjà j'ai mis 3,5. C'est une lecture qui a été un petit peu mitigée. Je vais pas vous faire un énorme résumé parce que je vous en ai parlé de nombreuses fois. Mais petit rappel, la saga Doreen, c'est une réécriture du mythe du roi Midas qui s'en éloigne. Donc si jamais vous êtes un petit peu lassé de tout ce qui est réécriture de la mythologie grecque, vous inquiétez pas, c'est totalement autre chose. Et en plus, notre personnage principal n'est autre que Oren, sa favorite, toute, j'allais dire couverte d'or, mais oui, enfin elle est en or quoi, elle est dorée. Et dans cette série, on a de multiples points de vue, ce qui apporte beaucoup au rythme. Sauf dans celui-ci, j'ai trouvé que ça perdait un petit peu cet aspect-là. Et je ne peux pas vous en dire plus puisque d'un tome à l'autre, l'histoire évolue énormément et ne ressemble plus au début. Donc ça sert à rien que je vous spoil. Je vais pas vous spoiler, hein, vous inquiétez pas. En gros, j'ai été mitigée. Pourquoi? Alors, à savoir, petit rappel, que le tome précédent est mon tome préféré. Il était juste incroyable. Ça a été un bon mix de tout. Ah, j'ai oublié de préciser. Gros trigger warning pour moi, c'est réservé à un public majeur et averti puisqu'il y a tout type de violence et il y a un aspect psychologique qui est assez fort en plus. Et cet univers est assez sombre, donc faites attention à vous. Je disais donc que le tome précédent était juste génial. On a eu le droit à une belle évolution du personnage de Reine dans son émancipation et même les autres personnages étaient intéressants à suivre. Ici, j'ai regretté par exemple que la reine Malina, si je me trompe pas de nom, puisque je le rappelle, je suis super nulle avec les noms quand je suis pas en train de lire l'histoire en question, mais il me semble que c'est ça son nom.
Je trouve que c'est un personnage très intéressant parce qu'elle est détestable et elle fait des choses horribles, mais dès qu'on a son point de vue, même si on cautionne pas ses actions, on arrive à les comprendre. Et ici, je trouve que ça n'a pas été assez exploité parce que ce qui peut lui arriver dans sa partie de l'histoire est très intéressant, sauf que ce qui s'y passe est super prévisible et que ça aurait pu être exploité d'une autre façon et j'ai un petit peu regretté ce point-là. Ensuite, l'histoire en elle-même a été prévisible. Je m'attendais au gros retournement de situation qu'on a eu, enfin, du coup, entre guillemets. Et le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, on a une énorme brique et en s'attendant à quelque chose, forcément, le temps paraît plus long lors de la lecture. Donc c'est totalement ce que j'ai vécu. Et c'est ce qui fait que j'étais d'autant plus déçue. Après, du côté du personnage de Slade, qui est l'un de mes personnages préférés, toutes séries confondues, j'ai vraiment bien aimé son point de vue au départ, au début du livre. J'ai trouvé ça super qu'on puisse voir comment, dans quelles conditions sa personnalité s'est forgée et ce qu'il a pu vivre lorsqu'il était plus jeune. Ça, c'est un point que j'ai beaucoup apprécié. On continue à suivre Oren qui fait face à d'autres traumatismes. Et j'aime toujours ce personnage. Mais c'est vraiment le plot twist qui a fait que je suis mitigée. J'ai déjà la suite. Mais franchement, je pense que ça sert à rien que je m'y mette tout de suite avant d'avoir le dernier tome. Parce que j'ai peur d'être à nouveau un petit peu déçue. Et j'aime tellement cette série que... je préfère éviter. Je préfère éviter pour le moment. On verra plus tard. Ensuite, un livre dont je vous ai parlé et que j'ai enfin commencé. Enfin terminé pour le coup. Je l'avais commencé il y a un moment. C'est La Cité de Jade de Fondali, publié chez De Saxus, qui est une urban fantasy adulte très concentrée sur la politique. Donc si vous avez envie de lire quelque chose qui parle principalement de politique, je vous le recommande totalement parce que c'est vraiment le sujet central et on est sur tout ce système mafieux. Enfin bref, je vais vous faire un résumé avant de continuer. La Cité de Jade, c'est le premier tome de la série Les Os Émeraudes et notre histoire se déroule dans la ville de Janloon sur l'île de Kekon. Cette ville est déchirée en deux clans. D'un côté, nous avons le clan Sansim, celui qu'on suit principalement, et de l'autre, nous avons le clan de la montagne. Notre histoire débute lorsque le patriarche du clan Sansim commence à céder ses pouvoirs, sa direction à ses petits-enfants. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la ville est déchirée dans une guerre, dans de grosses tensions entre les deux clans qui se disputent le marché du jade. Pourquoi? Eh bien parce que le jade a de grandes propriétés. Il permet aux guerriers qui le portent d'amplifier ses pouvoirs et ses capacités. Sauf qu'une nouvelle drogue puissante se propage et celle-ci permet à tout le monde, même aux étrangers, de pouvoir porter le jade. Et c'est dans cette situation que la tension qui couvre entre les deux clans éclate dans une violence sans précédent. Je vais vous expliquer donc que dans cette lecture, on va être très concentré sur l'aspect politique. Il y a beaucoup d'informations à intégrer. Je vous préviens parce que je l'ai lu de nombreuses fois en étant fatiguée. C'est une très mauvaise idée. Il y a également beaucoup de personnages puisqu'on a de multiples points de vue. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est des personnages qui ont tous un caractère différent et peut-être même une façon de penser et des principes qui divergent. D'ailleurs, nos personnages sont nuancés, forcément ça apporte énormément à toutes ces machinations, ces trahisons. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a également des points de vue qui, sur le moment, peuvent paraître inintéressants, sauf que d'une petite action, c'est un peu l'effet papillon, eh bien il se pourrait que de grosses conséquences surviennent dans notre histoire. Et c'est quelque chose que j'ai adoré. Personnellement, mon personnage préféré, c'est Kolilo. Je l'ai trouvé super charismatique. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de sa sœur, mais je me souviens plus du nom. Pour le même problème que ce que je vous ai expliqué avant. Je suis très curieuse de ce qui va se passer. Il y avait des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. D'un chapitre à l'autre, il y a des rebondissements. Si vous cherchez de l'action, si vous en avez marre de tout ce qui est aspect romance, si vous cherchez vraiment de la fantaisie adulte, je vous le recommande totalement. En plus, étant donné qu'on est sur de la fantasy asiatique, eh bien on a tout l'univers, là, l'île de Janloon, qui est très plaisante à s'imaginer, même le climat, enfin bref, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué. J'adore lire de la fantasy qui provient d'autres continents, imaginer d'autres paysages et découvrir d'autres cultures. Donc celui-ci, je sais plus, je crois que je lui ai mis 4 sur 5. Il me semble que c'est ça de souvenir, ou 4,5, j'ai un doute.
c'était il y a longtemps. Mais j'ai déjà le tome 2 dans ma palle et j'ai pas encore acheté le tome 3, à voir ce que le tome 2 donnera. Il y a des exceptions, mais j'évite de trop acheter sans savoir si j'ai aimé. En tout cas, celui-ci, génial, vraiment génial. Un autre livre que j'ai adoré et dont je devais vous faire un retour, The Royal Coven de Juno Dawson, publié chez Calix. Oh là là, il était incroyable, ça a été une super surprise, je m'attendais pas à autant apprécier. Et donc, j'ai très envie de vous le présenter. Alors, petit rappel avec ce livre, le résumé est extrêmement mystérieux. Donc, je vais vous en parler en restant très vague parce que l'intérêt qu'il y a à lire cette histoire, c'est de s'y lancer en étant totalement dans l'inconnu et de tout découvrir au fur et à mesure grâce à nos différents points de vue, à nos différents personnages. Parce que si on dit d'emblée de quoi ça parle précisément, l'expérience ne sera pas la même pour vous, donc je vais faire en sorte de vous le présenter tout en m'assurant que vous puissiez avoir la même expérience que moi. Donc pour ce qui est de The Royal Coven, en fait c'est une histoire dans laquelle on va suivre un coven de sorcières et on a différents points de vue avec les sorcières en question. Nous suivons les personnages de Niam, Ciara, Elena, Léonie et Illy et elles ont également toutes un caractère extrêmement différent, une personnalité différente, une histoire de vie différente, des intérêts différents, ce qui apporte à la diversité de l'histoire et grandement au rythme. En gros, on est sur une histoire fantastique ici. Et je recommande ça à un public averti. En plus, l'âge de nos personnages, on est entre 34 et 39 ans de souvenirs. Donc milieu de la trentaine, proche du début de la quarantaine, et c'est un point que j'ai adoré, que j'ai trouvé super rafraîchissant parce que du coup forcément nos personnages vont pas avoir les mêmes réactions que celles dont on peut avoir l'habitude avec les sorties qui sont très, comment dire, populaires en ce moment. La génération n'est pas la même, donc les références qu'on peut avoir, j'ai trouvé ça marrant en fait. Personnellement, je les avais pas toutes, forcément, c'est pas ma génération. Et en plus, on parle de personnages qui ont grandi en Angleterre, donc c'est également pas la même culture, pas le même pays. Souvent, ça revient un petit peu aux Spice Girls. Bon, bien sûr, j'ai déjà entendu parler des Spice Girls, mais je fais pas partie des femmes qui, quand elles étaient petites filles, ont grandi avec les Spice Girls comme référence. Et j'ai trouvé ça marrant la façon de parfois s'y identifier. Et c'est un point dont je voulais vous parler. Bref, du coup, nos sorcières évoluent dans notre monde. Elles sont cachées parmi nous. Les humains n'ont pas connaissance de leur existence. Et elles sont là en fait pour les protéger de dangers démoniaques. Sauf qu'elles vont être prises au cœur de la tempête et qu'on pourrait se demander si le danger ne viendrait pas de leur propre cercle. La question qu'on va se poser, c'est: seront-elles empêcher le monde de sombrer? Je reviens sur le fait que j'ai adoré cette lecture. Déjà, je précise, pour moi, c'est un livre qui peut grandement vous plaire si vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit, qui aime se déconstruire, qui aime s'éduquer sur certaines questions, sur certaines communautés. Et juste le message qui est envoyé, la façon dont c'est fait, j'ai trouvé ça beau, j'ai juste adoré. Et en gros, ce qui est super intéressant avec cette lecture, c'est la même chose pour le livre que je vous ai présenté précédemment, c'est qu'on ne commence pas une histoire au début de quelque chose. Au contraire, on arrive en plein milieu de la resurgence. J'ai pas le mot. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que on soupçonne le retour d'une menace passée. On arrive avec des vies qui ont été parfois brisées, en tout cas entachées, des traumatismes passés, des conflits, des mystères. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez vous faire votre petite théorie sur ce qui a pu se passer, sur pourquoi les relations sont telles qu'elles sont actuellement, et avoir la surprise de découvrir qu'en fait c'était pas du tout ce qu'on pouvait penser. Et j'ai adoré ce point là parce qu'en fait le prologue, au tout départ, on est avec les petites filles qui composent notre coven, donc à un certain âge, pendant leur dizaine d'années, voire même un peu moins pour certaines. Et puis on a un énorme bond dans le temps puisque je vous ai parlé de personnages qui se rapprochent de la quarantaine. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, c'est de constater à quel point les personnes ont changé. Et en fait c'est ça aussi dans la vie. Et j'ai beaucoup aimé cette forme de réalité. Alors comme on est dans notre société, forcément, parfois le langage va pouvoir vous paraître un peu grossier, enfin on est sur quelque chose de moderne. Je vais pas dire que c'est de l'urban fantasy, mais c'est du fantastique. Donc si jamais vous avez un peu de mal avec ce point-là, je vous préviens, mais franchement,
il se lit tout seul, vous vous laissez emporter par les rebondissements et les découvertes. La diversité est belle et franchement, j'ai pris une énorme claque. J'ai pris une énorme claque parce qu'en fait, arrivé à un certain moment dans le livre, tu te dis, ah bah ça y est, c'est la fin, voilà quoi, ça se termine là-dessus. Bah non, non, pas du tout. Et j'ai été super surprise à un tel point que j'y repense encore, ça m'a retourné. Je suis encore choc-barre, comme disent les jeunes. Et j'avais juste une impatience, c'était de pouvoir lire la suite. J'hésitais même à me spoiler avec des créatrices de contenu anglophones qui ont déjà pu lire le tome 2. Mais bon, je me suis contenue. Je vais vous donner mes personnages préférés aussi ici. C'est Niam, Léonie et un autre personnage dont je ne vais pas vous parler parce que surprise. En tout cas, j'ai mis 4,5 sur 5 à cette lecture qui pourrait même mériter un 5, mais je vous l'ai dit. Je me suis tellement retrouvée bouche bée qu'à la fin j'étais perdue. Après, si l'autrice a réussi à me surprendre, c'est qu'elle a parfaitement fait son travail. Il n'y a rien à dire, alors là, je ne peux pas la remettre en question. Mais du coup, je suis très très curieuse de voir ce que va donner la suite. Et vous avez mon retour. À savoir que vu que j'ai perdu l'habitude de filmer des vidéos comme ça, update lecture, il se peut que j'oublie certains points que je voulais vous présenter et en plus j'essaye d'aller plus rapidement que d'habitude pour que la lumière ne soit pas trop horrible. D'ailleurs elle a changé vu que là d'un coup il y a un rayon de soleil. Mais c'est vrai que cette lecture m'a passionnée, donc j'espère que c'est quelque chose que j'ai pu retranscrire à travers cette présentation. Ensuite, on va arriver sur mes services presse papier et je sais plus si j'avais d'autres choses. J'ai un énorme trou de mémoire. Mais on va commencer avec un young adulte. D'ailleurs, The Royal Coven, je sais plus si je l'ai dit, mais plutôt un public majeur et averti également. Et il faut vraiment que je vous montre à quel point il est beau. En plus, il est magnifique. Vraiment, voilà quoi. On continue avec mon service presse des éditions Bookmark que je remercie. C'est le tome 1 de la série Shadow Angel, Plume Noire, écrit par Leah Stone et Julie Hall. Et cette fois-ci, nous sommes sur un young adulte. Pourquoi mon choix s'est dirigé vers cette lecture? Eh bien parce que j'avais quasiment lu toute la série Fallen Angel de Leah Stone, que vous pouvez retrouver d'ailleurs. Elle a été rééditée dans la collection Lost Kingdom. J'ai un doute. Mais bref, je vous mettrai au pire la couverture à l'écran ici. Et donc, la particularité de Leah Stone, c'est que je trouve que sa façon d'écrire est plutôt addictive. On se laisse vraiment porter par son récit et c'est hyper facile à lire. Et j'étais intriguée parce qu'il est à nouveau question d'ange, comme vous pouvez le constater. Et c'est une lecture que j'ai trouvée, encore une fois, très fluide à lire. Et très bien quand vous avez lu des livres aussi complexes que La Cité de Jade, ça permet de souffler un petit peu. Je vais donc vous faire un résumé. Les gens ne naissent pas mauvais, ils le deviennent. Si je me souviens bien, nous suivons le personnage de Tatum qui, lorsqu'on démarre notre histoire, est dans l'ignorance quant à sa nature. Elle cherche à péniblement joindre les deux bouts, notamment afin de pouvoir aider sa grand-mère lorsqu'elle est projetée dans le monde des veilleurs. Le monde des veilleurs, c'est une société d'anges terrestres divisée en deux clans. D'un côté, nous avons les Shades, dont la puissante magie noire leur a été transmise par les anges déchus. Et d'un autre côté, nous avons les Lumens, dont les capacités leur ont été conférées par les archanges d'Avalon. En gros, ces deux factions s'affrontent dans une guerre brutale. Leurs objectifs ne sont pas les mêmes et justement ils s'opposent, sauf qu'Avalon, comme tout veilleur, va devoir choisir l'un des deux clans. Elle a déjà sa petite idée, sauf que les Shades en ont décidé autrement. Ils leur forcent la main en leur sorcelant un être qui lui est cher. Elle n'a pas d'autre choix, elle va devoir compter sur l'aide de Gage Alston afin de pouvoir sauver cette personne. Déjà, c'est un Shades, il est froid, arrogant, bon, très séduisant. Est-ce qu'elle peut lui faire confiance? Non. Est-ce qu'elle a besoin de lui? Oui. Est-ce qu'elle a envie de l'embrasser? Peut-être. Et si, après tout, elle choisissait l'obscurité? Voilà pour le petit résumé. Franchement, ça se lit bien. C'est très court, comme vous pouvez le voir. J'ai vraiment aimé et la fin a réussi à attiser ma curiosité. Tout s'enchaîne très bien, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ce premier tome est une bonne introduction à l'univers et à nos personnages. En plus, il arrive à soulever des questions
auxquelles on a envie de répondre. Donc franchement, une bonne lecture. Ensuite, je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais j'ai lu le 3e tome de la série Days Academy qui est également un young adulte. Mais attention, parce qu'il y a quelques trigger warnings, il est question de santé mentale et puis il y a parfois des violences et notamment des évocations de violences sexuelles, donc faites attention à vous. C'est écrit par Kyle Carpenter, dont je trouve la plume toujours addictive et à nouveau publié chez les éditions Bookmark. Pour ce qui est de la DESA Academy, c'est une académie justement réservée aux étudiants surnaturels. Qu'est-ce que ça veut dire d'être surnaturel? C'est que ça va être des individus qui ont diverses capacités selon la personne et selon la famille dont elle vient, il me semble. Je ne sais plus si ça a un lien. En tout cas, on y suit, nous, principalement le personnage de Selena, c'est son point de vue. Elle fait partie de triplés qui ont toutes les trois une couleur de cheveux différente, ce que j'ai trouvé marrant. Et il y a beaucoup de mystères derrière la nature de Selena, notamment dans le tome 1, même si on continue à apprendre beaucoup de choses au fur et à mesure de cette série. Et ce que je vous avais expliqué avoir adoré, c'est que Selena a un caractère... Vraiment, c'est le genre de personnage, vous voyez quand à l'époque on lisait du young adulte et qu'on pouvait être frustré lorsqu'il y avait des scènes un petit peu où notre personnage principal n'avait pas forcément la force de se défendre ou du moins la volonté. Ah mais Selena rigole pas, hein. Selena, tu lui dis un truc de travers à elle ou à ses sœurs, elle l'enchaîne, vraiment, elle l'enchaîne, elle se bagarre. Enfin, j'ai adoré son tempérament. Et j'ai beaucoup aimé les surprises qu'on a pu avoir au fur et à mesure des tomes, parce que ce que je vous avais expliqué, il me semble, avec le tome précédent, c'est que, eh bien, on va pas forcément s'attendre à ça, on va s'attacher à des personnages, on va nous laisser nous accrocher à eux, et puis au final, retournement de situation, parce que retournement de veste, ceux qui semblaient être bons s'avèrent être mauvais, et ceux qui semblaient être mauvais ne sont peut-être pas au final, et c'est quelque chose que j'adore dans cette série, surtout que l'univers ne cesse d'évoluer. On nous laisse dans le flou au départ, sauf qu'on découvre plein de choses, notamment beaucoup de machinations au niveau politique. Et franchement, je recommande cette série parce que à chaque fois, ça a été hyper addictif. Dans ce tome, on est en plus à un gros point culminant dans l'introspection de Selena, puisque ce qui revient beaucoup, c'est ses démons intérieurs, c'est son côté sombre qui a envie de prendre le dessus. Elle se bat contre ça, elle l'assume pas forcément, et au lieu d'avoir une fusion entre les deux, il y a une espèce de distance qui peut amener à des problèmes, parce que son pouvoir vraiment c'est, comme je vous l'ai dit, on sait pas totalement quelles sont ses capacités, quelle est sa nature, et ça donne envie de toujours en apprendre plus. J'ai encore une fois beaucoup aimé ce 3e tome, surtout que les événements du précédent, j'étais sur les fesses. Ici, on a des réponses, mais on a à nouveau d'autres grosses questions. Très curieuse de lire la suite. C'est comme pour celui-ci, il me semble que j'ai mis 4, je sais plus, j'ai un doute. Il me semble que j'ai mis 4 sur 5 à ces 2 lectures. Voilà. Ensuite, j'ai envie de vous parler de tout ce que j'ai lu en dématérialisé. Et j'ai envie de vous parler d'un truc drôle. Je me place sur le côté. Alors, c'est le genre de lecture que j'assume absolument pas. J'assume pas, mais j'ose vous en parler quand même parce que ça a été hyper addictif alors que c'est totalement what the fuck. Et donc c'est la série J'arrête de faire des mystères, Myrina Holmes, écrit par Anatrice. Est-ce que j'ai encore besoin de présenter Anatrice? Franchement, je ne suis pas sûre. Vous la connaissez notamment pour La Guilde des Ombres, mais elle fait aussi la romance la romance contemporaine sans qu'il y ait forcément un aspect fantastique ou de fantaisie. Et donc, comment j'ai été amenée à lire Myrina Holmes avant de vous dire de quoi ça parle? J'ai vu des extraits traîner par-ci par-là. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ayant un abonnement Audible, eh bien c'est tombé dans les livres qui sont inclus avec l'abonnement. Donc, le tome 1, je me suis dit, testons. Pour vous expliquer, Myrina Holmes, c'est de l'urban fantasy. Assez de l'urban fantasy. On suit le personnage de Myrina, qui est une démone. Oui, c'est ça, en quelque sorte. J'essaie de vous expliquer de souvenirs. Hein. Et en fait, elle est métisse. Elle a 2 types de démoniaquerie. On va dire, je sais pas, j'invente des mots. En gros, on a d'un côté les démons pécheurs et de l'autre les démons vertueux.
Et il y a un petit peu des clashs entre les deux, puisque forcément ils n'ont pas les mêmes principes et les mêmes valeurs, vu que les péchés ça va se rapporter à tout ce que vous connaissez, la luxure, la gourmandise, nanani, nanana. Et pour ce qui est des démons vertueux, je sais plus exactement en quoi ça consiste, mais en gros, Myrrhina est un mix des deux. Elle est mi-succube, un truc dans le genre, je ne sais plus quoi, mais un truc bon. Et en fait, c'est très très rare parce que en principe, c'est défendu. Ils ne peuvent pas se reproduire, c'est interdit justement parce que ça peut occasionner des problèmes. Myrrhina fait partie de la sorte de police qui existe. C'est une traqueuse, si je me trompe pas de terme. Elle est là afin de faire respecter les lois par les démons. Et donc, typiquement, comme dans les autres romans fantasy, on va la suivre dans certaines enquêtes, tout en ayant un développement à côté de notre personnage et de sa vie personnelle. En fait, l'histoire démarre sur Myrrhina, qui a une demi-sœur. Et en gros, sa demi-sœur est en couple avec le démon pêcheur de l'univers, et je ne sais plus comment il s'appelle, c'est très très grave. Et en gros, vous me direz si vous l'avez lu. Attention, hein, j'ai oublié de dire, c'est vraiment pour les adultes, mais pour les adultes plus. Parce que c'est extrêmement vulgaire, déjà, je le précise. Et en plus, il y a énormément question de smut. Donc c'est vraiment pas pour tout le monde, hein. Je vous le redis. Et en gros, ce démon est insupportable. Voilà, il est insupportable et on a les deux points de vue. On a le sien et celui de Myrrhina. Mais comment vous dire, je me suis tapé des fous rires à la base. J'avais commencé à l'écouter pour m'endormir, mais c'est pas possible de dormir dans ces conditions. C'est impossible. Anatrice est si drôle. Vraiment, les situations sont cocasses. La rencontre entre nos deux protagonistes est à mourir de rire. Lorsqu'ils se rencontrent, je vous le dis, hein, parce que dès le début, ils se battent. Ils se battent, mais la scène, ils se téléportent dans plein de pièces différentes, c'est n'importe quoi. Et vraiment, j'ai beaucoup ri. Forcément, c'est pas une série que j'assume. Vous verrez en plus la tête des couvertures. Mais je vous ai déjà dit, souvent dans le domaine de l'urban fantasy, plus les couvertures sont douteuses, mieux c'est. Et bon, vu que je vous ai parlé d'une relation avec la sœur, ça peut vous paraître bizarre que les points de vue principaux soient les deux personnages alors qu'ils ne sont pas ensemble. Et bien, je vous laisserai découvrir ce qu'il en est. C'est aussi n'importe quoi. Et c'est très prenant, surtout que je conseille la version audio parce que les comédiens sont très doués. La voix féminine lit très bien et la voix masculine, j'aime beaucoup son timbre. Ça, plus le fait qu'il double un personnage tellement arrogant. Mais quand je vous dis arrogant, il n'y a pas plus insupportable. Et la relation qui se fait entre les deux, c'est vraiment pas le genre de truc qui me fait rêver, hein. Mais on se laisse tellement entraîner par cette lecture, c'est tellement addictif que en fait ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'accrocher à cette histoire au point d'avoir du mal à mettre en pause l'écoute, puisque je l'écoutais. Donc jusqu'ici j'ai lu jusqu'au tome 2, il me reste le tome 3 et ensuite il y a un spin-off. Sauf que vu la fin du tome 2, quand je vous dis que c'est what the fuck, la fin est vraiment très what the fuck. J'ai explosé de rire. Pour le moment, je fais une pause. Je vais sûrement commencer le début du 3 pour voir ce qu'il en est, parce que là, ça me paraît n'importe quoi. J'ai oublié de parler de l'aspect enquête. L'aspect enquête est aussi prenant. Franchement, on a envie de savoir comment elle va réussir à résoudre ses affaires en cours. Et en plus, la première... Enfin, en vrai, les deux, on est en train de faire des théories, puisque, bon, c'est bien pensé, hein. On se dit, oui, c'est peut-être cette personne qui est responsable, et en fait, non. Et grosse surprise. Donc l'aspect enquête est vraiment très bien. C'est juste que il y a certaines scènes que j'ai passées parce qu'elles étaient un peu un peu beaucoup et un peu trop long. Ensuite, en service presse numérique, j'ai lu le tome 2 de la série Jackie Léon et je crois que je ne vous ai jamais parlé de cette série, j'ai beaucoup aimé. La série Jackie Léon est écrite par Karen Bennett et dans cette série nous allons suivre le personnage de Jackie qui est une chat-garou, sachant que les chats-garous ont la particularité d'être plus puissants que les loups-garous. Et justement on est dans une urban fantasy où il y a de multiples créatures surnaturelles et dont l'existence de certaines, notamment les loups-garous, est connue parmi les humains. Un traité a été signé et toutes les créatures surnaturelles doivent s'y tenir. Sauf qu'étant donné que le conflit était principalement entre les loups-garous et les chats-garous, eh bien
il y a un accord qui a été mis en place pour que, en cas de conflit qui inclut des proches humains, les Shagaru, en étant impartiaux, se chargent de leur sécurité. Et c'est ce qui va se passer dans le tome 1 avec Jackie. Elle va devoir s'occuper de la petite Carré qui est la fille d'un alpha loup-garou et menacée étant donné qu'il y a de grands conflits au sein de la meute. Sauf que Jackie vit recluse, elle n'a pas accepté sa nouvelle vie puisqu'avant elle était humaine et elle a été transformée sans en avoir le choix. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que justement on va suivre un petit peu son ressenti avec cette vie auquel elle ne s'est toujours pas adaptée. Le fait qu'elle ait dû du jour au lendemain tirer un trait sur sa famille humaine et s'adapter à cette nouvelle nature, et c'est un aspect que j'ai trouvé super intéressant, surtout le fait qu'elle se soit ouverte à Carré, et j'ai adoré leur relation. Ce qui est vendu avec cette série, c'est qu'on a aussi un slow burn, mais justement quand on dit que c'est un slow burn, j'ai rarement vu plus slow. Donc je vous préviens au cas où ça ne vous plairait pas, moi c'est un aspect que j'ai adoré, c'est que ce qui prime dans cette série, c'est les liens familiaux, la confiance établie entre les personnages, plutôt que de tout de suite nous jeter dans une romance. Et c'est un aspect qui est notamment très développé dans le tome 2, puisque bon, dans le tome 1, c'est l'introduction à l'univers, donc on apprend certaines choses, on apprend à connaître Jackie, on a un petit peu le background de son histoire, et en plus on s'attache à Carré, mais dans le tome 2, on se concentre à nouveau sur Jackie et à sa nouvelle famille de Shagaru. Et c'est un aspect que j'ai trouvé super intéressant, le fait que elle soit amenée à maintenant s'ouvrir à eux, à se faire une place et à oser un petit peu sortir d'où elle s'est retranchée, et tout ça accompagné de certains personnages. J'ai adoré cet aspect-là, et surtout j'ai adoré le lien qu'il y avait entre Jackie et le père de Carré, cette confiance qui s'est établie grâce à un personnage tiers, mais qui évolue dans une direction qui pourrait bien nous intéresser. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé, et surtout le fait qu'on parle plus de la famille des Shagaru et qu'on en voit plus là-dessus. Donc il y a de grandes chances que je continue cette série, et il me semble que j'avais mis 4 aux 2 tomes sur 5. Ensuite, et je pense qu'en vrai je vais vous présenter que des services presse pour terminer cette vidéo, j'ai lu le 3e et dernier tome de la série thriller Nina Guerreira, qui est écrit par Isabella Maldonado. Et en vrai, je vais essayer de rapidement vous expliquer. Isabella Maldonado est une femme qui a vraiment été agente au FBI, donc on ressent cet aspect réaliste dans cette série, puisque c'est le cas pour notre personnage Nina, et elle est particulièrement tournée vers la psychologie criminelle, et ses enquêtes ont à chaque fois été hyper intéressantes. Il me semble que je vous ai déjà précisé que j'aime beaucoup le thriller, mais j'ai un peu de mal dans les livres parce que, étant donné que je devine assez facilement ce qui peut se passer, parfois c'est assez frustrant, et ça n'a pas été le cas avec la série Nina Guerreira. J'ai vraiment adoré. Je sais plus si j'ai mis 5 ou 4,5 à ce dernier tome, mais bon bah quelque part j'étais un petit peu nostalgique parce que ça signe la fin de l'aspect vie personnelle de Nina, voilà. Bon, on peut s'imaginer plein de choses pour la suite de son histoire, mais dans la logique on n'en apprendra pas plus, et j'ai beaucoup aimé cette conclusion tout de même. Pour ce qui est de l'enquête, cette fois-ci on est sur disparition sur le campus. Forcément cette fois-ci nous sommes sur une enquête qui se déroule sur un campus universitaire où plusieurs jeunes femmes ont disparu, et on va solliciter l'aide du FBI afin de pouvoir résoudre cette affaire et forcément ramener ces jeunes femmes auprès de leur famille. Comme à chaque fois, l'enquête à un moment trouve une connexion avec nos personnages, dont un personnage que j'aime beaucoup et dont on a eu le développement, on en a appris plus sur son histoire. J'ai été beaucoup touchée comme à chaque fois avec les livres de cette série. Et ce qui est à chaque fois mis en valeur, c'est la résilience et la force de nos personnages féminins notamment. Et vraiment, encore une fois, très captivée par cette enquête, très entraînée par cette lecture. Et en termes de thriller, je vous recommande totalement les Nina Guerreira. Il me semble qu'en papier, j'ai oublié de vous présenter Cœur de sorcière, les sorcières perdues d'Aradia, le tome 1 de Maggie Sensery, publié également chez les éditions Bookmark. Alors, j'y pense parce que j'allais vous présenter un numérique que j'ai plus apprécié que celui-ci, mais en fait les histoires je les ai trouvées assez comparables, donc j'ai eu du mal avec ce tome-ci. Ici je crois que je prononce super mal le nom de notre protagoniste féminine,
Et nous suivons le personnage d'Enya. Et sa particularité, c'est que elle a perdu ses deux mères lorsqu'elle était plus jeune. Elle a donc évolué dans le monde des humains, sauf qu'elle est une sorcière. Ce qui va forcément attirer les forces obscures pour lesquelles elle avait été placée dans le monde des humains afin de l'en protéger. Et donc elle va recevoir l'aide du personnage de Dylan, qui est un jeune homme mystérieux dont on n'arrive pas forcément à cerner les motivations, mais ça je reviendrai là-dessus, qui va la ramener dans son monde d'origine, à Aradia, afin de l'entraîner pour qu'elle puisse se défendre. Forcément, elle est sous son charme et elle va être confrontée à un dilemme, à savoir si elle peut lui faire confiance. Alors c'est une lecture à qui j'ai mis 2,5 sur 5 il me semble. J'ai vraiment été très mitigée parce que c'est un cycle. Pour vous expliquer, c'est très répétitif. On a le même schéma qui se répète tout au long de la lecture, c'est-à-dire notre protagoniste qui s'entraîne, qui a une conversation, qui vire à la dispute avec Dylan et qui ensuite fait un tour dans sa chambre. Voilà, c'est un peu ça. Et encore après, il y a une espèce de prise de contact avec la fameuse menace. C'est ça tout le long. Et ça a fait que j'ai décroché. Pourtant, c'est un livre qui est court, mais ça a rallongé la lecture et j'ai vraiment eu du mal à arriver à la fin. Surtout que, par contre, la fin, bon, je m'y attendais parce que le truc du personnage mystérieux, c'est exactement la même chose avec le service presse que je vais vous présenter juste après. Mais c'est vrai que comme à la fin, il y a cette petite touche d'action qui arrive, eh bien, ça peut questionner sur la lecture de la suite. Moi, personnellement, je pense pas que j'irai plus loin. Mais bon, du coup, je vous donne mon avis. Et justement, on enchaîne avec Le Maître des Runes Démoniaques, qui est le tome 1 de la série Demon Pack, écrit par Jaimin Heave et Everly Frost. Et il me semble que j'ai mis soit 3, soit 3,5 sur 5 à cette lecture, parce que j'ai bien aimé l'aspect de meute. Nous suivons le personnage de Nova, qui possède 4 loups il me semble, des loups démoniaques, et cette meute se compose également de 2 amies qu'elle considère comme ses sœurs, et au niveau de leur nature surnaturelle, elles sont toutes métisses, ce qui est super intéressant puisque du coup elles sont en marge de la société surnaturelle, elles sont exclues, recluses, parce qu'elles font peur aux autres. Et une menace, un ennemi, le maître des runes démoniaques, va ressurgir, et cette meute s'étant engagée à défendre l'humanité va être amenée à se mêler de cette histoire. Et la particularité du maître des runes démoniaques, c'est qu'il pourrait bien avoir envie de retourner aux enfers avec ses loups, mais également avec Nova. Et donc j'ai plus apprécié cette histoire parce que déjà le résumé en lui-même, enfin ce dont ça traite, m'a beaucoup plus entraînée, même si à nouveau pour ce qui est du personnage masculin qui apparaît, je m'attendais un petit peu à ce qui s'est passé. Par contre, la position de Nova est très très intéressante et j'avoue être assez intriguée par rapport à la suite, par rapport à ce qui se passe à la fin de ce premier tome. Et en plus, on a un mystère qui plane autour des origines de Nova. On ne cesse de s'interroger justement pour comprendre quel peut être le lien entre Nova et cette fameuse menace des runes, ce fameux côté démoniaque. Et dans tous les cas, le point hybride de nos 3 protagonistes est très intéressant. Donc je trouve qu'il y a un beau potentiel. Et je vais terminer en vous parlant de Penny Bristol 2. Un apprentissage douloureux de la magie, écrit par K.F. Breene. Alors j'ai vraiment apprécié ce tome, un peu moins que le tome précédent parce que là on avait beaucoup d'apprentissage forcément. Et ça c'est quelque chose qui pêche pour moi, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est un point qui me fait un petit peu sortir de ma concentration. Mais bon, comme précédemment, j'ai bien aimé l'humour. J'ai beaucoup aimé le personnage de Regan Somerset. En fait, Penny Bristol, c'est un spin-off de Regan Somerset. Forcément, ça revient à être la suite de la série qui existait à la base. Mais j'ai quand même envie de découvrir l'histoire du point de vue de Regan, parce que Regan est super perchée. Vraiment super perchée, très badass, très puissante. Et j'ai bien aimé la position qu'elle a prise de mentor. Parce que bon, avec Penny, c'était mal parti au début, parce qu'elle est très puissante, mais... En fait, ça a rattrapé le point dont j'ai peut-être parlé, je sais pas si j'ai déjà parlé de Penny Bristol en fait, mais dans le premier tome, j'ai trouvé qu'elle maîtrisait trop vite son plein pouvoir, alors que dans ce deuxième tome, on fait un pas en arrière là-dessus puisqu'elle ne sait plus rien faire, étant donné qu'elle ne peut pas compter cette fois-ci sur l'association d'Emery. Donc j'ai trouvé que ce tome était intéressant à suivre, surtout
pour nous introduire le 3e tome qui sera décisif. Je sais pas si ce sera le dernier, mais je pense que c'est une trilogie, donc il y a des chances. Mais bon, on va pas s'avancer, on ne sait jamais au cas où il y en aurait d'autres. Mais voilà quoi, curieuse de voir ce qui va se passer. En tout cas, sachez que c'est de l'urban fantasy et que c'est plutôt réservé à un public averti. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut!